Eh bien, je vous propose, d'ouvrir, la session. Les retardataires arriveront, au fil de l'eau. On est ravis de vous accueillir aujourd'hui pour le premier événement 2022, du CNDB. Donc aujourd'hui, on vous donne rendez-vous pour un webinaire d'environ 1 heure, dédié, au, logement collectif bois. Donc c'est une série de documents qui a été lancée, par le CNDB. Pour vous rappeler les règles, des webinaires, c'est toujours pareil. En tant que participant, vous n'avez pas la possibilité de mettre votre son ni votre caméra, mais par contre, on peut, interagir ensemble directement dans la bulle conversée, ou discuter en bas ou sur le côté de votre écran. On pourra y répondre, directement à la fin, du webinaire. Aujourd'hui, je vais vous, présenter, nos nombreux intervenants. Donc on va commencer par Jean-Marc Pogé, expert construction bois au CNDB. Ensuite, on aura la présentation, de la première réalisation, donc le MOXIN, par, Marianne Beauvais, architecte chargée de projet au sein de l'agence Calc. On aura ensuite l'intervention de Mathilde Berry, architecte ingénieure et directrice travaux au sein de l'agence Calc également. Et puis l'intervention de Benjamin Lafarge, ingénieur chez CBS IFTIM. Et ensuite, on aura la présentation d'une deuxième réalisation qui s'appelle Altea, cette fois-ci présentée par, Dimitri Roussel, fondateur et gérant de Dream, mais également l'intervention de Cédric Gandrillon, chef de groupe travaux au sein de Bouygues Bâtiment Île-de-France. Je vais laisser très vite la parole à Sarah Laroussi, directrice générale du CNDB, pour vous présenter rapidement qui est le CNDB. Merci Amandine. Bonjour à toutes et à tous. Donc, c'est un plaisir de vous retrouver en 2022. Vous êtes nombreux, je vois que le compteur s'affole. Nous sommes déjà 171 participants et ça continue à arriver. Donc, on est ravis. Ça prouve qu'on est bien là, à la bonne place. Donc, on est ravis. On vous remercie de votre fidélité et on vous souhaite bien sûr d'excellents vœux pour cette nouvelle année. Donc, le CNDB, c'est le Comité national pour le développement du bois. C'est une association qui a été créée en 1989 et qui œuvre depuis plus de 30 ans pour accompagner les acteurs de la maîtrise d'œuvre et maîtrise d'ouvrage à concevoir, aménager et construire avec le matériau bois. Nous avons au CNDB 4 pôles de compétences. Donc, un premier pôle formation. Donc, nous dispensons un certain nombre de formations par an. N'hésitez pas à aller sur notre site internet pour consulter tout cela. Nous avons également initié en ce début d'année et en fin d'année dernière même un partenariat avec Qualitel, groupe dédié à la formation avec qui nous menons pas mal de formations cette année. Donc, n'hésitez pas à nous suivre pour en savoir un petit peu plus. Nous avons un pôle information, le fameux centre de ressources du CNDB, dans lequel vous retrouvez notre site internet www.cndb.org avec cette rubrique ressources dans laquelle vous retrouverez ce retour d'expérience dédié au logement collectif bois, mais aussi l'ensemble des documents réalisés par le CNDB. Nous avons également un pôle promotion communication. Comme vous le savez, c'est un petit peu notre ADN, donc via des campagnes de com, via l'animation de réseaux sociaux, l'organisation d'événements et puis via la présence dans de nombreux événements autour du bois cette année. Et puis enfin, l'accompagnement avec l'accompagnement des organisations professionnelles de la filière forêt-bois dans leurs différentes stratégies. Donc, restons connectés, très important à l'heure actuelle, plus que jamais. Donc, comment on fait ça? Très simplement, tout d'abord en s'abonnant à la newsletter du CNDB. Donc, vous allez sur notre site cndb.org et puis vous avez un petit onglet pour vous inscrire en bas du site. Vous recevrez alors une newsletter mensuelle qui vous est adressée en première partie de mois et qui rassemble les actualités du CNDB et puis celles de la filière forêt-bois dans sa globalité. Nous avons également nos autres outils, que sont les réseaux sociaux, très important pour le CNDB, puis pour vous diffuser en temps et en heure l'information. Donc, n'hésitez pas, là aussi, on est présent sur LinkedIn, sur Twitter, sur Facebook et sur YouTube, étant donné que ce webinaire, Amandine vous le dira en conclusion, donc je ne spoile rien du tout, mais vous le savez bien, est enregistré. Et du coup, vous avez la possibilité de consulter tous les webinaires du CNDB, donc réalisés en 2020, 2021 et 2022, directement sur notre chaîne YouTube. Donc, n'hésitez pas, même si aujourd'hui c'est compliqué, vous arrivez en cours de route, aucun problème, tout sera enregistré et mis à disposition sur la chaîne YouTube du CNDB. Enfin, alors j'avais deux actus à vous partager avant de laisser la parole directement aux intervenants. Donc, tout d'abord, je tenais à remercier Jean-Marc Pogé pour son travail sur ce superbe retour d'expérience, les acteurs des opérations présents aujourd'hui et puis ceux qui nous ont accompagnés
dans la réalisation et la promotion de ces deux réalisations bois dans le cadre du retour d'expérience, le Codifab, qui a soutenu du coup la création de ce document, sans lequel rien n'aurait été possible. Et ensuite, vous partagez donc deux informations. Nous serons présents tout d'abord le 26 janvier en matinée dans la région Rhône. Nous organisons un circuit de visite pour France Douglas. Donc, amis, confrères, collègues qui êtes dans cette région-là, si vous êtes intéressés pour visiter des opérations, Jean-Marc Poggi animera tout cela d'une main de chef. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner, aller sur notre site internet ou suivre nos réseaux sociaux, vous aurez toutes les informations. Deuxième actualité, le 27 janvier, donc c'est la semaine prochaine, ces deux événements-là. À partir de 18h, nous organisons entre 18h et 18h45 une conférence de presse pour Archibois, le concours dédié aux étudiants en architecture pour les accompagner dans leurs usages du bois. Donc, Fonds Archimbaud et l'ENSA Paris-Val de Seine qui organisent cet événement. Et puis, à la suite de la conférence de presse, surtout à partir de 19h, conférence animée par Stéphanie Obadia, directement donc en ligne, avec un lien qui sera disponible sur le site de l'ENSA. Mais au préalable, bien pensez à vous inscrire, là aussi, via le CNDB. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très très bon webinaire à toutes et à tous et puis au plaisir de vous retrouver pour de nombreux événements. Merci à vous. Merci beaucoup Sarah. Et donc on va rentrer directement dans le vif du sujet avec l'intervention de Jean-Marc Poggi. Eh bien, bonjour à tous. Alors, le retour d'expérience, c'est quelque chose que l'on fait depuis bien longtemps au CNTP. Et sur le thème du logement collectif, nous en avions fait un en 2020 sur des réalisations de R+1 à R+4. Donc, le document est en téléchargement sur notre site. Et puis, il fallait lui trouver une suite, bien évidemment, sur les réalisations supérieures, donc entre R+4 et R+8. C'est ce que nous avons fait dans ce document sur 2020. Alors, pour identifier les réalisations, on a un petit peu prospecté. On a trouvé à peu près une trentaine de réalisations de logements collectifs entre R+4 et R+8 livrées sur l'année 21. Ça donne un petit regard. On a pu en trouver quelques tendances. Alors, bien sûr, sur ces opérations qui sont déjà de hauteur importante, une forte présence du CLT, même si on trouve d'autres dispositifs. Une tendance aussi, contrairement à il y a quelques années, à mettre beaucoup moins de bois en extérieur, mais à trouver des solutions alternatives qui s'inscrivent plus facilement dans les milieux urbains. Et puis, pour certaines de ces opérations qui ont eu des permis de construire posés en fin 2019, eh bien, on a vu l'application de la réglementation incendie avec ces fameux déflecteurs, comment ça avait été impliqué sur ces réalisations. Voilà, alors pour le choix des opérations 2022, on s'était fixé quelques critères. D'abord, bien sûr, les opérations livrées en 2021, des ouvrages entre R+4 et R+8, deux réalisations qui présentent des techniques de construction différentes, de manière à pouvoir les apprécier l'une par rapport à l'autre, et puis des écritures plus urbaines, notamment au niveau des études. Tu peux passer à la suivante, Amandine? Alors, ces deux réalisations, la première, c'est une réalisation de 92 logements à travers deux immeubles qui s'inscrit dans une opération de plus grande envergure, avec le maître d'ouvrage qui est Woodéum, architecte Dream, et une entreprise générale, Bouygues Construction. La seconde, c'est une taille qui est différente. On est sur une opération plus petite de 14 logements qui s'inscrit dans un secteur urbain entre deux immeubles. Maître d'ouvrage Perle, architecte Calque et l'entreprise qui avait un macro-lot, CBS Lifting. La suivante. Donc, vous pourrez retrouver toutes les informations sur ces réalisations en téléchargeant notre document sur le site du CNDB. Vous allez y trouver les interviews, notamment des personnes qui sont présentes ce matin. Vous allez y trouver des planches techniques, le résultat des mesures d'acoustique, d'étanchéité à l'air, et puis quelques enseignements que l'on a pu tirer de ces trois réalisations et dont on pourra peut-être parler dans la matinée. Voilà, on cède maintenant la parole à nos interlocuteurs. Bonjour à tous. Bonjour à tous et merci au CNDB de nous avoir invités à ce webinaire. Donc je me présente, je m'appelle Marianne Beauvais, je suis architecte chez Calque et je travaille en collaboration avec Mathilde Berry, ici même, architecte, ingénieure et directrice de travaux sur l'opération du 13 passage des Moxins qu'on va vous présenter par la suite. Tout d'abord, quelques mots sur l'agence d'architecture Calque. Il s'agit d'une agence de 30 ans d'expérience et de 140 collaborateurs aux divers métiers de l'architecture entre conception et exécution.
L'activité à l'origine de Calque était la réhabilitation dans le domaine tertiaire et depuis quelques années maintenant, l'agence se diversifie dans différents types de programmes et donc le projet Morlan Mixité Capitale en est l'exemple majeur. On en a beaucoup entendu parler. Donc, concernant le pôle bois, il a été créé à l'agence en 2013 pour répondre aux projets spécifiques en bois. Donc, ce pôle regroupe des architectes et ingénieurs spécialisés dans ce domaine. Calque effectue également de la R&D et est impliqué dans des projets avec, par exemple, des sujets d'ATEX. On est membre fondateur du label BBCA, on est adhérent à FIBOA Île-de-France et on est impliqué dans les activités d'Adif Bois et du CNDB. Je vous donne la parole à Marianne qui va maintenant vous parler de Moxin. Donc, le projet du 13 passage des Moxins est un ensemble immobilier de 14 logements porté par la maîtrise d'ouvrage Pearl. Et Calque est à la fois architecte et maître d'œuvre d'exécution sur cette opération. Et l'entreprise en charge du macro-lot, structure et clos couvert est portée par CBS Lifting. Donc, le permis de construire a été déposé en juillet 2018. Les études ont duré de septembre 2018 à mars 2020. Le chantier a débuté en juin 2020 jusqu'à aujourd'hui avec une livraison qui sera prévue pour mars 2022. Le projet donc, se situe au 13 passage des Moxins dans le 19e arrondissement de Paris. Il se déploie sur 6 étages avec une surface de 930 mètres carrés. Il est de 3e famille A et dépend de la RT 2012-20%, ainsi que du label BBCA niveau standard. Donc, la particularité du projet est qu'il se situe dans un tissu très dense parisien entre donc, le boulevard Serrurier ici et la porte des Lilas. Donc, en effet, donc, le terrain était à l'origine un site vierge qui servait de jardin pour la copropriété du fonds de parcelle. Le projet vient alors combler cette dent creuse sur presque toute l'emprise du terrain. Seul un recul par rapport à la limite de propriété sur cour a été réalisé, permettant la création de jardins privatifs au rez-de-chaussée. Donc, le projet se décompose de la manière suivante. Dans les étages, il y a 2 appartements par niveau et 4 typologies d'appartements en tout pour l'immeuble. Il y a 2 configurations pour les étages courants. Donc, l'une avec un T4 traversant et un T2 sur rue, au R+1 et R+3, et une autre au R+2, R+4 avec 2 T3, un sur rue et un sur cour. Les niveaux qui diffèrent intègrent des espaces extérieurs privatifs et des studios, comme au rez-de-chaussée sur cour, avec des jardinets, et au R+5 et R+6, les reculs des étages permettent la création de terrasses privatives. Enfin, la volonté architecturale du projet se veut de reprendre le bâti parisien type pour favoriser son intégration dans le tissu urbain de la Porte des Lilas, tout en intégrant quelques particularités techniques et esthétiques. On retrouve alors un soubassement en briques pleines au rez-de-chaussée qui nous a permis, avec la réalisation d'un mouchard à biais, qui nous a permis de s'affranchir de grilles d'aération en façade pour les locaux déchets et vélos. Un corps de bâtiment en briquettes de terre cuite avec des cadres métalliques en saillie qui nous ont, eux, permis d'intégrer des volets pliants métalliques. Et enfin, un attique en zinc prépatiné qui nous permet en recul, qui nous permet de dégager des terrasses. Donc, je passe maintenant la parole à Mathilde pour la partie technique du projet. Donc, le principe constructif du bâtiment, c'est de reposer déjà sur 17 pieux d'environ 18-19 mètres de profondeur qui s'ancrent dans un terrain marneux et dont les diamètres vont de 40 à 60 cm environ. Le rez-de-chaussée, lui, est composé de dalles, voiles et noyaux béton. Noyau qui comprend l'escalier et l'ascenseur et a servi en fait d'ancrage de la grue durant le montage de la phase structurelle. Dans les étages, on retrouve le noyau béton au milieu et en fait en périphérie des voiles en bois avec des planchers bois.
En étude, le principe structurel développé par le bureau d'études Silva Conseil était d'avoir des planchers et des murs bois en CLT. Donc leur volonté, c'était d'avoir en fait un squelette stable au feu 1 heure par lui-même, en plus de la protection rapportée coupe-feu 1 heure à l'intérieur des logements. En phase ACT et ensuite exécution, le principe a été varianté avec des murs ossature bois porteurs en périphérie à la place des voiles CLT. Et les planchers ont été variantés par des dalles opportunes développées par Lifting. Donc, ces variantes ont impliqué des modifications de hauteur de complexe. En façade, les murs ossature bois ont permis un léger gain de surface à l'intérieur des logements pour pallier ainsi les aléas de surface globale du bâtiment. Et en plancher, on a dû optimiser les hauteurs des complexes, des chapes et des faux plafonds acoustiques en sous-face de dalle pour maintenir la même hauteur libre dans les logements de 2,50 m. Concernant le principe de façade, donc nous, on n'a pas eu recours à un ATEX pour ce bâtiment, car ce projet en fait, reprend les prescriptions de l'avis technique de Stovantec, du produit Stovantec. Donc, tout d'abord, le plancher bas du R+6 est inférieur à 18 mètres. Ensuite, on a la présence de déflecteurs et de recoupements à chaque niveau en nez de dalle. Le bardage ventilé en façade comprend en fait une ossature bois fixée sur les meubles avec les plaques de Stovantec par-dessus et en revêtement de façade, des plaquettes collées de terre cuite de chez Réry Montrier. Concernant le phasage de chantier, la mise en œuvre et la pose de la structure béton et bois s'est déroulée entre février et fin avril 2021. Donc, en fait, il y a une première étape tout d'abord où a été mis en œuvre le rez-de-chaussée béton et le noyau béton jusqu'au R+4. Ensuite, à partir de mi-mars, Lifting est venu poser les murs ossature bois périphériques et les dalles de plancher sur les 4 niveaux. Après, de nouveau, la mise en œuvre du noyau béton jusqu'au R+6 pour terminer après la pose des 2 derniers niveaux en bois avec en toiture des caissons de bois. Donc, voici quelques photos de l'avancement du montage de la phase structure. La complexité principale pour cette phase de montage, c'est qu'on a un site qui était très étroit, donc en fait une aire de livraison très petite, et l'impossibilité de stocker les éléments qui arrivaient d'usine sur chantier. Donc en moyenne, il fallait compter entre 3 et 4 jours pour le montage d'un niveau bois. Les meubles arrivaient, comme vous pouvez le voir, donc déjà habillés, en fait, des déflecteurs et des panneaux Stovantec. Après, en temps masqué, Lifting posait, donc, avant l'arrivée des panneaux, les cornières métalliques sur les noyaux béton. Et après, également en temps masqué, une fois que plusieurs niveaux étaient avancés, venait recouvrir les dalles opportunes des planchers OSB qui font partie du complexe. Et également, la pose des châssis s'est faite en parallèle, ce qui fait que fin avril, on était hors d'eau, hors d'air provisoire pour démarrer les corps d'état secondaires. Une dernière thématique qu'on voulait aborder aujourd'hui, c'est le sujet d'étanchéité à l'air. On a réalisé un premier test l'été dernier dans le logement témoin au R+1 pour en fait effectuer des vérifications en cours de chantier, contrôler l'exécution et agir pour reprendre les sources d'infiltration potentielles qu'on pouvait déceler. Donc, les premiers résultats étaient en dessous des prescriptions et les zones principalement concernées par les infiltrations, c'était les corps d'état secondaires, notamment les interfaces entre les cloisons séparatives de logement et les planchers hauts et bas, également les gaines techniques. Donc, les mesures prises pour améliorer ces mises en œuvre, c'était de tout d'abord poser des rubans adhésifs aux interfaces cloisons, plancher haut ou bas avant le coulage des chapes. Reprendre les jonctions entre béton-béton au mortier et également poser par exemple des bouchons pour les réseaux techniques. La satisfaction qu'on a, c'est qu'en façade, on n'a eu pas d'infiltration. Donc, ça valorise clairement la fabrication en usine et donc limite les difficultés et imprécisions de mise en œuvre qu'on peut retrouver directement sur chantier. En conclusion, ce qu'on souhaite dire, c'est que Moxin, déjà, c'est le premier projet bois ou cale qui est seul en conception et réalisation. Et paradoxalement, c'est le plus petit chantier en termes de surface à l'agence.
Donc, depuis le début, la solution structurelle en bois a été une évidence et très tôt dans les études pour plusieurs raisons. Donc, tout d'abord, pour pallier la petitesse du site et le manque de place de stockage qu'aurait pu impliquer un projet complètement en béton. Également, limiter les nuisances avec les riverains, parce que comme vous avez pu voir, on est dans un tissu dense et une rue dense. Et également, la rapidité d'exécution pour la partie structurelle. Donc, ces arguments qui, par la suite, se sont avérés juste en exécution, ont convaincu Pearl, notre maître d'ouvrage, de nous suivre dans l'élaboration de ce projet en bois. Donc, on vous remercie pour votre écoute et on va passer donc, la parole à Benjamin Lafarge de chez Lifteam. Merci. Donc, bonjour à tous, donc Benjamin Lafarge, je suis ingénieur chez CBS Lifteam et donc j'ai été responsable du projet pour l'entreprise de Moxin. Pour faire une petite présentation rapide également du groupe CBS Lifteam, donc en fait on est composé de 3 entités avec le bureau d'études CBS-CBT qui fait toute la partie maîtrise d'œuvre et exécution en études. Donc, l'usine Ecoteam basée à La Rochette en Savoie qui fabrique et assemble tous nos complexes bois. Et donc, l'entreprise Lifteam basée à Paris et également en Savoie qui s'occupe de toute la partie chantier. L'intérêt qu'on a dans cette formation, c'est qu'en fait, ça nous permet d'intégrer dès le début d'un projet toute la chaîne du projet avec la conception, la fabrication et la pose et d'échanger directement avec tous les interlocuteurs pour tous les sujets de contraintes qu'il puisse y avoir à la fois en fabrication et en pose. Ce qui nous a servi notamment dans le projet de Moxin, puisque comme on a pu voir, la partie pose était assez spécifique par rapport à des chantiers où on a plus de place. Donc, comme Mathilde et Marianne l'ont présenté, on a varianté, nous, le projet dès l'appel d'offres, en changeant les murs CLT par de l'ossature bois, sachant que l'intérêt qu'on y avait, c'était évidemment de pouvoir les fabriquer chez nous, mais également quelque chose qui nous tenait à cœur, c'était le gain de matière, puisque pour une épaisseur même inférieure, ça nous permettait d'intégrer l'isolation dans la structure, donc avoir un gain d'épaisseur, et également de diminuer assez drastiquement la quantité de bois qui était mise en œuvre. Par rapport au plancher, la réflexion est à peu près la même. On a utilisé donc une solution interne qui est la dalle opportune, qui consiste à avoir des planches vissées entre elles et qui fonctionne en module assez similaire au CLT d'un point de vue levage, à la différence près que toutes les planches travaillent dans le même sens et dans le sens de portée, ce qui permet d'optimiser la hauteur statique équivalente. Dans ce projet-là en particulier, on n'a pas souhaité prolonger l'optimisation de matière jusqu'au bout d'un point de vue homogénéisation des sections, histoire de simplifier les achats et puis la fabrication à l'usine, mais on aurait pu séparer toutes les dalles afin d'optimiser vraiment zone par zone la hauteur de planche à chaque fois. Donc, pour faire un petit résumé, on peut voir, on a comparé donc la quantité de bois qui aurait été mise en œuvre avec la version de base en CLT et la version qui a finalement été réalisée en MOB et dalle opportune. Donc, on peut voir que sur la partie MOB, on a un gain de matière qui est quand même très important. On n'est pas loin de la moitié. Sur le plancher, comme je vous disais, on en a un petit peu moins parce que ça n'a pas été l'objectif. Mais au global, sur ce projet qui n'est pas forcément très gros, on a quand même une économie d'à peu près 44 mètres cubes de bois sur l'ensemble, ce qui représente tout de même 23%, donc presque un quart du projet, de la quantité. Et donc, ça a l'air de rien, mais si on faisait 3 projets similaires, on économise quasiment suffisamment de bois pour en faire un 4e. Donc, dans le contexte aujourd'hui de pénurie de matériaux, à notre sens, en tout cas, c'est une réflexion qui n'est pas du tout inutile. Donc, je vois qu'on a des questions sur la hauteur de complexe. Donc, la dalle, en gros, elle faisait la même hauteur que le CLT. Donc, on avait des hauteurs de 160 et 180 mm. À savoir qu'il faut rajouter un panneau OSB pour le contreventement qui rajoute donc 12 mm d'épaisseur.
Et par rapport aux coûts de construction qui sont également posés comme question, en fait, l'économie de matière et le fait de tout produire en interne nous permettait d'avoir un avantage financièrement parlant, en tout cas chez nous, de faire cette production en interne. Dans les contraintes qu'on a rencontrées sur ce projet, donc évidemment le mob, l'ossature, le souci qui vient en premier, c'est donc les montants et puis notamment le tassement de la lisse, des lisses basses et hautes. Donc nous, la solution qu'on a mise en place en travaillant avec l'usine notamment, c'était d'avoir des tenons débouchants dans les lisses, en partie basse et en partie haute, ce qui nous permettait d'avoir une transmission des efforts en bois de boue. En mettant un bandeau CLT avec les plis extérieurs verticaux en tête de mur, on permettait d'aligner tous les montants et de transmettre les charges jusqu'au rez-de-chaussée, enfin au R+1 qui était en béton, uniquement avec du bois de boue, sans passer par de la compression perpendiculaire, ce qui nous donnait une résistance qui était à peu près 8 à 9 fois plus importante et un tassement presque négligeable. Le plancher venait, comme dans la conception CLT, se poser entre les deux hauteurs de mur avec un jeu nul contre le mob pour assurer la largeur d'appui qui était nécessaire, sachant que tout le jeu se faisait côté cache béton sur la cornière où on avait un peu plus de marge de manœuvre pour la pose. L'autre contrainte qui était plutôt réglementaire dans notre cas, c'était donc la protection incendie. Puisque comme l'ont dit Mathilde et Marianne, on est en 3e famille A avec une façade ventilée, ce qui implique l'ITK 249 et l'avis de laboratoire du CSTB pour les façades. Donc on avait une exigence de C+D, une exigence de non-exposition de la structure bois d'un point de vue masse combustible mobilisable afin de rester dans le cadre des incendies normalisés. Donc ce qui imposait un écran EI60 côté extérieur, qui a été réalisé avec 2 plaques de plâtre et donc un doublage en laine de roche. On avait également un écran thermique EI30 côté extérieur, donc cette fois pour le C+D, qui a été réalisé avec un Fermacell. Et dernière exigence, le déflecteur en recoupement de lame d'air à tous les niveaux. Donc c'est important de préciser que ces exigences-là, elles s'appliquent aussi bien à une construction en ossature qu'en CLT, puisque c'est indépendant du système constructif. Donc, c'est pour ça que dans notre cas, il n'y avait pas de changement, il n'y avait pas d'impact sur le reste du bâtiment. Petite précision également, on est dans la configuration la plus favorable de l'avis de laboratoire du CSTB, puisque la façade est incombustible et que donc ça nous permettait d'avoir le déflecteur que vous voyez en bas à droite dans sa configuration minimale, c'est-à-dire 20 mm de débord par rapport à la façade, sachant que dans le cas d'un bardage bois, ça peut aller jusqu'à 25 cm. Et donc, pour finir, comme l'ont dit encore une fois Marianne et Mathilde, l'avantage de la préfabrication, on a fait le choix, en échangeant avec notre usine et donc avec la pose, de poser jusqu'au panneau sto en extérieur. Donc, les murs sont arrivés entièrement prêts, avec également le déflecteur de lame d'air qui était posé sur le mur, ce qui permettait de limiter énormément le stockage sur chantier, le blocage de la rue et d'avoir une rapidité de montage assez importante. Merci beaucoup Benjamin. Et on va donner tout de suite la parole à Dimitri pour du coup présenter la deuxième réalisation, la réalisation Altea. Voilà, ok, super. Donc, je vais vous présenter l'opération de Vélizy. Donc là, un petit plan masse pour vous dire que cette opération, donc nous avons à l'agence réalisé les bâtiments CA, mais on a coordonné un plan masse plus global de 270 logements qui se situe donc dans un site très urbain. Même si on est proche de la forêt domaniale de Meudon, le site en lui-même est entouré d'un bâti de bureaux en R+8, donc très massif. Et du coup, l'idée, c'était vraiment de créer des petits bâtiments dans un parc. Donc, on voit ici les 6 bâtiments qui ont été faits en plan masse. Donc, nous, ce sont les 2 du centre. Et François Leclerc réalise le bâtiment, les 2 bâtiments qui sont reliés en rez-de-chaussée à l'angle. Et Kaufmann réalise les 3 bâtiments qui, eux, sont en béton. Donc, on a vraiment travaillé main dans la main avec François Leclerc. Et l'ensemble de nos bâtiments, eux, sont réalisés en CLT.
Et là, on voit les 4 bâtiments, donc les nôtres et ceux de François Leclerc. Ça fait une opération de 180 logements. C'est une des plus grandes opérations finalement quand on regroupe ces 4 bâtiments collectifs d'habitat en bois en France. Donc nous, à l'agence, on travaille beaucoup sur des bâtiments en bois, mais on essaie vraiment de sortir un peu de peut-être, on parlait tout à l'heure qu'une trentaine de bâtiments ont été livrés l'année dernière. Je serais curieux d'avoir un peu un panel. On a souvent des bâtiments en bois qui sont quand même très carrés, qui ont peu de relief parce qu'on a un mode constructif nouveau avec beaucoup de contraintes. Et nous, à l'agence, on essaie vraiment de travailler ce mode constructif tout en gardant sur la question de l'habitat cette volonté de grand espace extérieur, d'être sur le dedans-dehors, de vraiment retrouver cette qualité d'habiter et domestique dans l'architecture. Et donc là, c'est un petit schéma qui montrait tout de suite au concours cette idée pour nous de voilà, vraiment habiter l'extérieur. Donc ça, pardon, excusez-moi, je suis un peu malade. Donc ça, c'est une photo du bâtiment qui vient d'être livré. Donc le parc n'est pas évidemment encore, n'a pas encore pris toute son ampleur, mais on voit tout de suite cette architecture qui est en structure bois. Donc nous, on est en CLT, refend et façade. Et en même temps, on a vraiment voulu une architecture qui exprime la légèreté avec ces grands espaces extérieurs. On a des balcons qui font près de 2 mètres. Et donc notre solution, c'était d'avoir un système structurel avec des éléments des poteaux métalliques qui viennent tenir les balcons en bout de nez et donc ils sont accrochés à la façade côté intérieur. Ce qui nous permet vraiment d'être dans cette légèreté, ce redécoupage horizontal et d'éviter l'effet un peu parfois massif que certaines architectures bois peuvent développer en habitat collectif. Avec ici sur la grande façade aussi donc ce travail de jeu d'espace extérieur, d'ouverture. Et puis aussi, on voit, très important à l'agence, cette notion de ligne de ciel avec ces brise-soleil métalliques préfabriqués qui ont été très bien réalisés par l'entreprise Bouygues et qui nous permettent d'avoir un registre aussi dans la légèreté, sur la hauteur. Et un élément important sur les balcons aussi, on voit que les sous-faces sont en bois. On parlait tout à l'heure de la question d'utilisation du bois en vêture. Je pense qu'en effet, c'est un écueil dans lequel il ne faut pas tomber. Donc, nous, on essaye à chaque fois et en même temps de le montrer. Je veux dire, ce n'est pas tous les jours qu'on fait un bâtiment en bois. Ça reste une toute petite production dans l'habitat collectif français. Et donc là, on a proposé, nous, de montrer du bois en sous-face parce qu'on sait que protéger des UV et de la pluie, c'est une disposition qui permettra au bois de bien vieillir. Et d'ailleurs, à ce sujet, quelque chose d'intéressant, c'est que initialement, c'est un bâtiment que j'ai conçu avec Terrel, donc en CLT, mais on avait prévu plutôt des bacs collaborants pour les espaces extérieurs. Et Bouygues Construction est arrivé avec une variante pour faire les espaces extérieurs en bois. Dans l'idée initiale était même de récupérer les chutes des fenêtres pour créer le bois du CLT. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est que finalement, même les espaces extérieurs sont en bois. Donc, on avait prévu un habillage en sous-face en bois, ce qu'on a réalisé. Mais quand on a fait le chantier, je me suis dit, tiens, là, il y a un peu un doublon. On vient mettre du bois sur du bois. Et aujourd'hui, là, dans les nouveaux projets d'habitat collectif qu'on développe, on fait les espaces extérieurs en bois, parce qu'on a très bien vu avec Bouygues Construction que c'était tout à fait possible. Et même, je laisse la sous-face de la structure apparente aujourd'hui. Donc là, on voit aussi ces espaces extérieurs d'un peu plus proches. Et donc, cette question de domesticité, où donc, on voit vraiment sur ces 2 photos, donc à gauche, dans les derniers étages, on a pu laisser le CLT du toit apparent. On a aussi un mur par logement où on a pu laisser le bois apparent. On était avant la doctrine qui aujourd'hui quand même complexifie un peu ces enjeux de bois apparent dans l'habitat collectif. Et en même temps, à droite, on voit aussi par le platelage des espaces extérieurs, par le géolame aussi, on a proposé un produit pour le garde-corps. C'est assez intéressant, on le voit à droite. C'est une résine mixte, mais qui a une composition assez responsable. Et on a fait un travail sur mesure pour ce projet avec Bugal et Géolame. Donc, le fournisseur de ces lames est Bugal, donc le grand industriel, pour pouvoir faire ces garde-corps et en même temps mettre cette matière qu'on perçoit comme du bois en scène sur un linéaire très important et en même temps garantir une pérennité. On sait que le bois apparent qui vieillit mal a fait beaucoup de tort à ce mode constructif et donc on est très vigilant voilà, sur la manière de le mettre en scène depuis l'espace public. Voilà.
Et donc, un dernier petit mot pour vous dire que c'est vrai que c'est une opération simple d'habitat collectif, mais elle a fait les 2 journaux de 20 heures, celui de France 2 et de TF1. Donc, c'est peut-être la plus célèbre de nos opérations aujourd'hui. Tout ça pour vous dire que voilà, il faut y aller. En plus, ça permet d'offrir de la visibilité à tout le monde. Et ce retour médiatique montre aussi une vraie attente, on pense, de la part du grand public sur ce mode constructif. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de complexité, le prix, même si techniquement, ce n'est pas très compliqué. Mais en tout cas, voilà, tout ça pour vous dire qu'au-delà de l'architecture qui, pour nous, reste tout à fait modeste, il y a une vraie attente et un vrai intérêt du grand public. Et donc, je vais passer la main à Cédric qui s'est occupé de la partie, voilà, qui a géré pour Bouygues la partie construction. Merci. Merci Dimitri. Bonjour à tous, Cédric Gendrillon. Donc, j'ai suivi la construction de cet ouvrage bâtiment en bois donc, pour le compte de Woodham avec Calc Architecture. Donc, je vais vous présenter quelques... Ah, si ça veut bien avancer. Hop là. Donc, comme il a été dit, un ouvrage bâtiment A, bâtiment C qui s'intègre dans un endroit assez dense de construction. Donc là, on peut le voir sur cette image-là, avec des hauteurs de construction qui sont quasiment identiques entre tous les bâtiments. Donc, il a fallu travailler conjointement avec, évidemment, avec FH qui avait la construction de ce bâtiment-ci, et Kaufmann sur cette partie-là. Kaufmann étant en béton et FH sur le même principe constructif que le lot A et le lot C. Donc des interactions de grues à gérer, des changements de grues à tour sur des grues automotrices pour finaliser les ouvrages à la fin. Donc 92 logements répartis sur 2 bâtiments, comme je vous ai dit, R+6, avec un niveau de parking pour chaque bâtiment, à savoir que le parking, évidemment, était en béton, tout le rez-de-chaussée était en béton, ainsi que les noyaux centraux, qui sont les escaliers, et les cages d'ascenseur qui ont été faits à l'avancement du bois. Un commerce à rez-de-chaussée sur le bâtiment A, donnant sur l'avenue Morane-Saulnier, qui elle-même est desservie par le tram ici. Donc, il y avait des phénomènes aussi acoustiques assez contraignants sur cette façade-là. Donc, la ZAC, je ne vais pas y revenir puisque je pense que Dimitri en a assez parlé. Un projet qui s'intègre très bien dans une ZAC totalement arborée. Des murs et planchers intégralement en bois, que ce soit des murs de refend ou les murs extérieurs. Et quelques murs apparents aussi, on y reviendra après. Une isolation faite à l'intérieur et à l'extérieur, 160 mm en extérieur, et une isolation complémentaire en intérieur. Une organisation de chantier, donc une pause à l'initiative de l'entreprise Bouygues qui a été faite avec nos compagnons. Pour certains habitués à travailler le béton qui ont été formés, et pour d'autres des compagnons qui travaillaient déjà le bois depuis de longues années, donc qui ont permis de progresser en interne sur le travail du bois et la pose du CLT, qu'il soit horizontal ou vertical. Donc, l'ensemble a été posé à la grue à tour, c'est ce que je vous disais pour la fin, typiquement tous les ouvrages extérieurs qui sont les balcons, comme l'a dit Dimitri auparavant, balcons avec une structure acier initialement, 2 éléments porteurs en acier. Bouygues a pris le pari de varianter avec une accroche en façade et une pose via des poteaux métalliques sur l'extérieur, et l'ensemble étant varianté en bois, ce qui a été le cas, et c'est ce qui a été mis en œuvre, comme vous avez pu le voir. Donc, toute cette pose-là a été faite dans un second temps. On a monté le bâti dans son intégralité, puis une pose de balcon qui est venue dans un second temps, une fois que le gros œuvre bois, dirons-nous, a été fini. Voilà les espaces de stockage. Donc, évidemment, côté chantier pur, très contraignant, puisque peu de place. On avait nos pieds de bâtiment et puis une dalle courante au niveau du lot A qui était assez conséquente, mais finalement très petite. Donc, il a fallu travailler dans un milieu assez dense. Je continue. Donc, sur le point spécifique, comme l'a dit Dimitri, sur les balcons, donc, à savoir que c'était des balcons initialement en métal. Donc, on le voit sur la gauche ici, le poteau rond. Donc, l'intégralité est en métal ici.
Et initialement, sur les plans initiaux, il y avait un nouveau poteau ici qui a été supprimé de la part de Bouygues, et l'intégralité a été passée avec une structure bois. Donc là, j'ai un peu masqué là, les photos de… Voilà, ici, on voit la structure bois ici. Donc, ce qui nous a apporté, une contrainte de pose des géolames ici. Il a fallu développer une fixation qui ne vient pas endommager l'étanchéité qu'on peut voir ici, mais qui nous permet aussi de soutenir le garde-corps géolame tout en respectant les diverses contraintes, bureau de contrôle et autres. Donc, fixé par vis dans le lamellé collé, avec justifié via des essais au sac, évidemment. Donc là, pour compléter ce que disait Dimitri, donc on voit bien en sous-face le panneau bois rapporté ici, qui vient contre le plat ici, qui fait le tour du bâtiment à chaque fois, à chaque niveau de balcon. Et puis après, en surface, c'est un panneau complémentaire, puis une étanchéité qui est venue finaliser le balcon, avec un plâtrage bois, évidemment, sur l'intégralité des balcons et des terrasses au dernier niveau. Et une complémentarité ici au niveau de l'isolation qu'il a fallu bien assurer en continuité pour éviter tout pont thermique. Ensuite, les spécificités intérieures, je dirais quelques plafonds visibles au dernier niveau, et dans les étages intermédiaires des murs visibles qui ne pouvaient être, entre deux logements, ne pouvaient être visibles des deux occupants, puisque isolés d'un côté pour des questions phoniques. Et pour finir sur ce projet de Vélizy, donc ça a été un développement grâce et en partenariat fort avec WeWood, qui est une entité interne de Bouygues Bâtiment France Europe, avec une cible à 2030 de 30% de projets bois, donc qui passe par des utilisations de matériaux biosourcés et des bâtiments évidemment en bois qui vont s'intensifier dans les années à venir. Voilà pour moi. Merci beaucoup Cédric, et on donne tout de suite la main à Jean-Marc pour traiter la partie questions-réponses. Oui, alors j'ai noté quelques questions qui apparaissent. Il y a une question qui apparaît sur les planchers. Est-ce que dans les planchers, vous faites passer des réseaux? Et puis, de manière plus générale, on a cité la hauteur structurelle du plancher. On aimerait avoir la hauteur globale du plancher fini. Alors nous, je crois qu'on est à 41 cm, tout compris. Donc de la sous-face du BA13, 10 cm d'isolation, 20 cm de CLT, un demi-sol de rupture acoustique, une chape de 6 et puis après un plancher de finition. Donc je crois que c'est 41 tout compris. 40-41. D'accord. Et sur Moxin? Oui, pour Moxin, on a 350 pour le complexe global, et à peu près les mêmes répartitions pour la chape, et un complexe de chape, revêtement chape plus isolant de 80, la dalle de 160, et en dessous le complexe d'isolant 6 cm et demi d'isolant plus 2 plaques de BA15 pour la protection pluvionnaire. Alors, on a eu le retour des mesures acoustiques sur l'opération d'Alter, on les attend encore sur Moxin, mais qui révèlent des performances qui correspondent à la réglementation sans problème. On a une question également alors aux deux équipes. Comment avez-vous géré les intempéries sur un chantier bois? Je laisse répondre Cédric, peut-être ton micro doit être coupé. Oui, excusez-moi, oui, je tentais de remettre le micro. Les intempéries, ça peut être assez contraignant quand on est en phase hivernale, en effet, mais ça n'empêche des solutions intermédiaires de mise en place de pare-pluie et d'étanchéité sur les planchers intermédiaires. Et si l'humidité est vraiment trop importante en phase hivernale, il faut aussi prévoir un préchauffage du bâtiment pour faire redescendre tout l'aspect humidité dans le bois avant de renfermer ces murs via l'intérieur, via du BA13 ou via des chapes aussi en phase plancher. Donc une phase de déshumidification, je dirais, du bois. Pour Moxin, on a, donc les murs étaient protégés à l'avancement de leur pose. On avait quand même posé une bâche qui était collée sur la dalle du plancher haut du R+4 pour avoir une étanchéité provisoire.
Et il y a également un suivi de l'hygrométrie des panneaux mobs qui a été fait au fur et à mesure aussi pour s'assurer de l'évolution de l'hygrométrie dans les panneaux mobs. OK. Alors, j'en profite pour vous indiquer qu'il y a un guide de recommandation pour gérer les intempéries sur un chantier bois qui a été réalisé par la filière et qui est disponible sur le site du CODIFAB ou sur le site du CNDB. Donc, n'hésitez pas à le télécharger. On a une question également sur les coûts de construction. Alors, ces coûts sont dans le document, hein, bien évidemment. Vous voulez peut-être en parler, Dimitri C'est un vrai enjeu, je pense. Alors là, on est nous avec Oudéum dans le Grand Paris, donc on a, je ne sais plus exactement, je crois, on est autour de 2300, 2400 en EG du mètre carré Chab, à la fin tout compris, hein. Donc c'est des coûts assez élevés et ça fonctionne là parce qu'on est dans un tissu grand parisien. Nous, voilà, l'agence, on travaille vraiment sur cette question-là. Et on a des opérations en province où on arrive à pas être à moitié prix, mais pas loin, quoi. On a une opération pilote en deuxième famille à 1 300 €, parking et vernet inclus, superstructure bois. Et donc, je pense que pour nous, filière, hein, la question de ce coût, c'est vraiment, finalement, ça va pour moi conduire sa capacité à se généraliser ou pas. Donc, à nous, de retour d'expérience, de voir comment on peut travailler techniquement pour faire baisser ce coût, quoi. D'accord. Et côté Moxin, des réflexions sur le coût de construction? Par rapport au coût de construction, on est à peu près dans le même ordre d'idée. On est autour de 2300 par rapport à la SDP et 2600 par rapport à la surface utile. Donc, pareil. En macro. En macro, ouais. D'accord. Bon, puis je vois que vous aviez quand même des fondations qui étaient peut-être un peu pénalisantes en même temps sur le projet. Les projets de dents creuses parisiennes sont toujours un peu plus chers. Ouais, ouais. Une question sur le déflecteur, parce que alors c'est une question qui est revenue pas directement sur vos opérations, mais quand on a un déflecteur, est-ce que ce déflecteur doit être compté dans l'emprise du bâtiment au niveau urbanisme? Moi, je réponds pour mon cas. Alors, nous, dans notre cas, il n'y a pas de déflecteur là, parce qu'on n'a pas de façade ventilée, mais j'ai beaucoup de déflecteurs sur beaucoup d'autres projets. Et en général, je le mets en plus de la limite d'implantation. Après, il y a toujours, parce que dans tous les PLU de France, on a le droit de déborder. Après, il y a parfois le déflecteur du rez-de-chaussée, ou souvent sur 4 mètres, ils ne disent pas de débord. Mais aujourd'hui, sur 100% des opérations où j'ai un déflecteur, quand je suis en limite d'espace public, je le fais en débord. D'accord. Mais dans certains cas, on arrive à 250 mm. Donc, la question se pose. Oui, après, sincèrement, il n'y a pas un PLU qui n'autorise pas 80 cm de débord à partir de 4 mètres. Donc, je vous dis, il y a juste celui du rez-de-chaussée, mais souvent on est en béton, en rez-de-chaussée. Donc, pour moi, c'est souvent un petit… Ça n'a jamais été un problème jusqu'à aujourd'hui. Okay. Et Calc, vous avez une réflexion là-dessus? Oui, nous, c'est pareil. On n'a pas eu de problème particulier parce que le PLU, de toute manière, autorisait une saillie maximum de 20 cm qu'on a du coup utilisé pour le débord de nos cadres métalliques qui entourent nos châssis. Et du coup, le déflecteur venait s'intégrer également dans cette réglementation. D'accord. Alors, on l'a mis dans le document, d'ailleurs, nous on avait interrogé la mairie de Paris là-dessus, et qui avait considéré qu'effectivement, pour eux, la limite, c'était 20 cm, considérant qu'il s'agit de saillies comme le sont les corniches haussmanniennes, par exemple. Donc, on considère jusqu'à 20 cm, on fait partie de l'emprise. Exactement. Et après, moi aussi, quand on rentre là Calc, qu'ils ont utilisé par exemple de la terre cuite, c'est un matériau qui se développe beaucoup sur de la façature de bois ou de l'enduit. Souvent, il y a un peu de zèle aussi de la part des bureaux de contrôle en termes de taille de déflecteur. Et nous, on recalcule nous-mêmes les masses combustibles de nos façades. Et souvent, ça arrive où j'en ai qu'un étage sur deux et je les réduis énormément en profondeur. Donc après, avec les systèmes d'épaisseur de tassotage sur de la terre cuite ou ce genre de choses, on arrive même parfois à les faire disparaître dans l'épaisseur de la façade. Donc il faut vraiment rentrer dans la question et on arrive souvent à optimiser voilà, les premiers dimensionnements qu'on a des bureaux de contrôle.
Je vois que dans les questions, on demande une précision. Le coût des ouvrages d'infrastructure de béton est-il intégré dans les coûts clos couverts présentés dans le document du CNDB? Donc, les coûts que vous m'avez donnés. A priori, la réponse est oui, mais peut-être que vous pouvez nous le préciser. Oui, oui, oui. Oui, pareil. Pardon. Il me semblait bien, oui, bien sûr. Donc, la réponse est oui. Espace vert, infrastructures sont intégrés. Espace vert, VRD, infrastructure. Alors, une question sur un point qui est très sensible. Comment avez-vous géré les salles de bain pour les 2 opérations? Bien. Non, faudrait revoir de mémoire, nous, on n'est pas en préfa. Peut-être je laisserai Cédric aussi répondre. Question piège. Non, tu dis bien, on n'était pas en préfa en effet. Ça a été traité avec CHAP et la CHAP était aussi dans la salle de bain et via l'étanchéité liquide remis sur la partie béton avec des écarts de renfort dans les angles. Voilà. Pour Moxin, c'est la même gestion. La chape est présente de partout avec étanchéité sous les parties bac de douche. Et donc, les réservations pour les évacuations, puis tout ce qui doit traverser le plancher sont prévues dans la dalle. Réservation faite en atelier, comme pour du CLT. Mais je crois qu'il y a de toute façon, Pardon, vas-y. Excuse-moi, pardon, juste pour compléter le propos de Benjamin, en plus, nos receveurs de douche sont des receveurs extra plats et en fait, ils sont tous au droit des gaines verticales, ce qui fait que voilà, l'évacuation est directement à côté de la chute et donc ça a facilité aussi cette mise en œuvre. Mais par contre, je crois que là, il y a une nouvelle réglementation. On n'a plus le droit au ressaut de 2 cm. Donc, je crois que voilà, il y a une nouvelle complexité qui arrive par rapport aux étanchéités des douches. Et ça va devenir une question là, dans l'habitat collectif, je pense, sur les nouveaux programmes. Une question est apparue alors sur les structures légères. Je vous la lis telle quelle. Les structures légères sont connues pour le problème des vibrations, surtout dans des bâtiments de hauteur importante. Pouvez-vous nous dire si vous avez des problèmes particuliers par rapport à ce phénomène? Nous, dans la famille du bois, on est la moins légère possible. Hein, on est full CLT, donc je ne crois pas, sincèrement. Je n'en ai pas entendu parler, donc je dirais non. Après, Cédric, je vais peut-être plus à même à répondre. Non, tout à fait. Enfin, rien à rajouter. Côté Moxin, ça ne parle pas non plus. Enfin, ce problème n'a pas été soulevé. Non, ça n'a pas été non plus un sujet, sachant que dans notre cas, et puis je crois aussi pour Altea, il y a quand même une cage béton qui fait toute la hauteur du bâtiment et sur laquelle on se raccroche, ce qui permet d'éliminer quand même beaucoup de soucis de stabilité, contreventement et notamment vibration. D'autant plus que de manière générale, que ce soit CLT ou MOB, on a des éléments qui sont assez rigides avec le couturage de l'OSB ou naturellement avec le CLT, donc ce n'est pas vraiment un souci. OK. On a également des questions sur la provenance du bois. Est-ce qu'il s'agit de bois français ou du bois extérieur à la France? Nous, on travaille avec Woodeum, donc Woodeum a des accords particuliers en général avec Storenzo. Donc, je sais pas, j'imagine que du coup, il vient d'Autriche. Mais ça, c'est un peu, c'est là que c'est important. Je pense qu'aujourd'hui, on a une belle ressource en France et sur tous nos projets où on est moins avec Woodeum, un partenariat historique. Je veux dire, ça fait partie du cahier des charges. Je pense qu'il faut essayer de pousser au maximum le bois français. Aussi pour aider la filière, la première transformation à bien se structurer. Donc, mais nous, non, je crois que du coup, c'est du bois européen, mais pas français. D'accord. Et sur Moxin? Benjamin, peut-être qu'on te laisse répondre sur cette question. La réponse est à peu près la même. Il n'y avait pas d'exigence particulière, en tout cas sur ce projet. Quand on peut, pour les bois massifs, on essaie de les prendre en France, mais sinon, c'est aussi globalement du bois européen quand il n'y a pas d'exigence spécifique. Le CLT aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a juste Pifto là, qui en produit, quoi. Il n'y a pas que lui, mais il y a très peu de producteurs de CLT en France. Il a quand même aujourd'hui un surcoût apparemment par rapport au CLT autrichien ou allemand ou scandinave. Et c'est vrai que déjà par rapport au surcoût du bois en général,
rajouter ce surcoût-là, c'est parfois très difficile. Donc, c'est pour ça que le CLT, c'est très dur de le garantir 100% français, même si on sait faire, on ne sait pas le faire beaucoup. Et on ne sait pas le faire. La question du prix aussi, elle est très, très aléatoire sur du CLT français. Donc, moi, je garantis le bois français quand je suis plutôt sur des systèmes poteau-poutre et planchers traditionnels. Peut-être une dernière question, puisqu'on arrive au bout. Je vois que certains internautes n'ont peut-être pas très bien compris, à travers la question qui est posée, comment fonctionne la vêture sur Moxin. La question, c'est les briquettes sont-ils collés sur un OSB? Donc, ce n'est pas exactement ça. Est-ce que vous pourriez nous préciser la vêture, comment elle fonctionne? Oui, donc en fait, c'est une façade donc ventilée. Le support des briquettes, c'est donc des panneaux Stovantec qui ont un avis technique justement jusqu'à 18 mètres pour façade ossature bois et support de briques. Donc en fait, la briquette de parement est bien collée directement sur la plaque de sto et pas sur l'OSB qui est d'ailleurs du côté intérieur du mur. Donc, les plaques sont mises en préfabrication et ensuite les briquettes sont posées in situ, c'est bien ça? Exactement. D'accord. Il y a, enfin, juste pour préciser, mais c'est juste pour préciser, les plaques de Stovantec viennent sur une ossature bois dans laquelle l'épaisseur en fait, derrière les plaques de sto permettent la ventilation du bardage qui fait partie des prescriptions de la vie technique de Stovantec en fait. Et cette ossature est, elle, fixée sur l'immeuble. D'accord, ok. Merci pour cette précision. Écoutez, je crois qu'on a fait le tour des questions qui nous sont remontées. Ça tombe très bien, puisque je vois qu'il y a 59, donc on arrive au bout. Amandine, je te laisse reprendre la parole. Oui, tout à fait. Du coup, merci beaucoup aux intervenants d'avoir présenté leurs deux belles réalisations. On rappelle que donc, le document Retour d'expérience sur le logement collectif bois, édition 2022, est désormais disponible sur le site du CNDB. Vous avez ici l'endroit pour y accéder. Vous allez dans le site du CNDB, dans l'onglet ressources, puis Retour d'expérience. Vous verrez les deux éditions, celle de 2022 et celle de 2020, mais également plein d'autres sujets aussi ont été traités via cette collection Retour d'expérience. On va se permettre de vous envoyer d'ici une semaine à 10 jours le lien du replay de ce webinaire qui aura été enregistré, comme l'a stipulé Sarah en introduction. On va également vous transmettre les coordonnées de nos intervenants. Je vois que ça a été posé aussi dans les questions. Et puis, bien entendu, on va vous remettre le lien vers ces retours d'expérience sur le logement collectif bois. Encore une fois, on remercie vous, public, d'avoir été aussi nombreux aujourd'hui. On était plus de 250 en live. On remercie encore une fois nos intervenants, aussi Jean-Marc pour la réalisation de ce document, mais également le Codifab pour son soutien dans la réalisation de ce livrable. Merci beaucoup à tous et puis on vous souhaite une bonne journée. Merci bien. Merci. Merci. Merci, bonne journée. Merci. Bonne journée, au revoir.